Alors bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va concerner donc le management. Donc c'est la suite logique des différentes vidéos précédentes concernant Fayol, Taylor, Mayo, etc. Et donc là on va aborder le TPS, donc la Toyota Production System, qui est en même temps un système d'organisation et un système managérial et un peu différent de ce qu'on a pu voir précédemment. Alors rentrons directement dans le vif du sujet par une petite introduction avec des petits rappels concernant en fait ce qui se passe avant l'ATPS, enfin l'introduction de l'ATPS, notamment en Europe. Alors, qu'est-ce qui se passe en Europe? En Europe, on a donc un flux de production classique avec achat de matières premières, un stock, donc un stock magasin avec les matières premières et les fournitures, un système de production, de transformation des matières premières, où là, donc, on retrouve l'application du taylorisme, qui est une évolution, enfin, qui peut être considérée comme une évolution de l'organisation scientifique du travail, jusqu'à un certain point, jusqu'à l'école des relations humaines de Elton Mayo. Donc, je vous renvoie à ma vidéo concernant donc Elton Mayo. Donc ensuite, on a encore du stock, produit fini, et enfin, donc, le client final. Donc là, c'est très schématique, c'est pour montrer un petit peu le système de production de l'époque, avec, disons, des contraintes au niveau commercial qui sont très faibles, puisque la demande jusque à peu près, hein, les années 80, il n'y a pas une date bien fixe, mais à peu près les années 80, on a des demandes qui sont supérieures à l'offre. Donc, on peut se permettre d'avoir ces fameux stocks, par exemple, de produits finis. Alors, la régulation du flux de production dans ce domaine se passe aussi donc avec un système de stockage. Donc, on a un poste de travail. Donc ici, j'ai pris un poste de travail qui était précédent à un poste de travail lambda. On se retrouve donc avec du transport et de la manutention, donc le fameux stock dont je parlais, mais là on est bien sur un poste de travail. Donc ce que j'ai présenté précédemment, c'est le flux global, on va dire, ou le flux qu'on va trouver en général, et ici on va détailler un petit peu ce même flux sur des postes de travail. Donc on a le fameux poste de travail. Ensuite, donc on a encore une zone de stock. Là, j'ai mis des photos pour représenter que le stock était proche du poste lui-même. Et donc encore du transport et de la manutention. Et enfin, donc le poste de travail suivant. Alors, toujours sur le poste de travail en lui-même, là par contre, on est resté purement sur du taylorisme. Alors, amélioré, perfectionné, où les calculs de temps deviennent de plus en plus précis. On commence un peu le travail de l'ergonomie sur le poste de travail, donc dans les années 80, on commence déjà un petit peu à regarder tout ça. Et on se pose, disons, des questions parce qu'on arrive un peu au bout du système de Taylor. Alors, avec ce système de Taylor et cette finesse en termes de recherche de performance au niveau du temps, on recherche simplement la performance sur le poste de travail en lui-même. Donc on ne s'occupe pas de ce qui est avant et après, mais on va chercher l'efficacité sur le poste de travail. Alors pour certaines entreprises, ils vont un peu plus loin et ils vont regarder la performance de la manutention, par exemple, du transport manutention. Mais sans vraiment peaufiner le système. Ils vont simplement faire une évaluation un peu du temps que ça peut occuper. Encore une fois, pour faire une performance en termes de productivité, c'est-à-dire en gain de temps, et uniquement en gain de temps. Alors, les stocks ici sur le poste de travail servent de régulation dans le flux de production. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des stocks qui servaient également de régulation, mais là, on est plus sur une généralité et donc sur ce qui est nécessaire pour le client final. Ici, c'est pour la gestion au quotidien des postes de travail où là, on va tenir compte des aléas, et on va tenir compte des changements d'outillage, on va tenir compte de tous ces éléments-là qui font qu'il y a des variations sur la productivité globale en fait, d'un poste de travail. Donc là, je vous renvoie à un indicateur qu'on utilise avec le taylorisme, on va dire ça comme ça, c'est le taux de rendement synthétique, où là, on fait un calcul uniquement sur les temps
et sur les temps de production, par exemple, des non-qualités, par exemple. D'accord. Donc, la production de non-qualité veut dire que on utilise du temps, des ressources, en fait, pour produire des choses qu'on ne peut pas vendre, tout simplement. Voilà pour faire très synthétiquement un petit peu une présentation de ce que c'est que la régulation du flux de production sur le travail. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va constater, donc ici, à chaque opération, en fait, des temps différents. Donc, c'est ce que j'expliquais au niveau de la performance. Mais ça, on peut le mesurer. On peut mesurer, par exemple, sur le stock, on va mesurer le taux de rotation de stock, c'est-à-dire combien de jours on va garder les éléments dans le stock. Donc, combien de jours ils sont immobilisés. C'est un peu ça le calcul qu'on va faire. Mais qui est, on le verra, donc un calcul plutôt de comptable, c'est-à-dire de contrôleur de gestion. C'est-à-dire que là, on va dire, quand j'ai immobilisé, en fait, j'ai immobilisé de l'argent, tout simplement. Et donc, on va comment dirais-je, le transformer. L'indicateur, ce ne sera pas le temps qui va être gardé en stock, ça va être plutôt le temps d'immobilisation de l'argent. Et uniquement de l'argent. Et donc, ça n'aura pas un impact significatif sur le taux de production, même si on va essayer de diminuer les stocks quand même au maximum. Alors, une évolution du système de production de Taylor, c'est en fait le MRP, donc Material Resource Planning, qui est en fait une organisation de l'ensemble de ce qui est produit, suivant une forme un peu particulière où on va travailler avec des prévisions de vente. Et ça, c'est un peu issu de ma vidéo précédente qui concerne Sloan, où là, on a déjà vu que Sloan avait des tableaux de bord. Et dans ces tableaux de bord, il travaillait déjà sur des prévisions de vente dans les années à peu près 60, 70. Donc la première version en fait du MRP travaillait déjà sur des prévisions de vente. Et on travaille donc avec des ordres de lancement, c'est-à-dire qu'il y a un ordonnancement, c'est-à-dire une priorisation, si vous voulez, des ordres de fabrication dans la production elle-même. Et donc, il y a un ordre de livraison des clients suivant la demande. Ça va ? Enfin, suivant la demande et suivant les prévisions de vente. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce système, dans ce type de flux poussé ? C'est qu'elle va générer des stocks entre... non pas parce qu'on peut se le permettre parce que l'offre est inférieure à la demande, mais bien parce qu'il y a un écart entre les prévisions et la demande du client. Ou plus ou moins, il peut y avoir un écart. Donc je rappelle simplement que sur la méthode de Sloan, on va travailler avec des modèles, je parle de voitures là, donc avec des modèles de voitures qui sont renouvelés tous les ans, avec des couleurs différentes et avec des gammes de produits différents. Ce qui fait que le client a plus de choix, et quand il a plus de choix, il sélectionne tout simplement. Et donc, il y a des produits qui ne seront pas livrés dans les mêmes quantités, parce que les produits n'ont pas les mêmes valeurs aux yeux du client. Et donc, il peut y avoir, par rapport aux prévisions de vente, des écarts qui peuvent être très importants, et donc générer automatiquement du stock. Alors, cette productivité en flux poussé, donc on a les différentes étapes de production. Donc là, j'en ai fait que 3, mais enfin, il peut y en avoir énormément, évidemment, sur la production d'une voiture, d'un avion, des vélos, vélomoteurs, enfin ce que vous voulez. Et en fait, on va calculer en fait les vitesses de fabrication, c'est-à-dire de transformation d'une étape à une autre étape. Et c'est seulement sur cet élément-là qu'on va jouer pour avoir le fameux gain de productivité. On ne va pas s'occuper trop du reste. C'est-à-dire qu'on va se figer purement sur la technique, c'est-à-dire les moyens de fabrication ou les ressources de fabrication, notamment les machines. Ce qui risque de faire évoluer donc, des étapes les unes par rapport aux autres, et donc vous allez acheter des machines, par exemple, à l'étape 1, qui va beaucoup plus vite que l'étape 2. Ce qui se passe, c'est que vous avez donc un différentiel au niveau de la vitesse de flux des deux étapes, et donc automatiquement ça va générer du stock. Donc, et ça vient s'ajouter à ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire les prévisions de vente en flux poussé. Donc ça c'est dans le flux, on est bien dans le flux de production lui-même. Donc ça c'est pour présenter un peu ce qui se passe
lorsque on commence à s'intéresser au toyotisme, donc qui est l'application du Toyota Production System. Et donc pour ce faire, on va regarder un peu quelles sont les approches de Toyota. Donc TPS a quand même quelques petits inconvénients. Enfin, du moins, il se sert des inconvénients pour créer une opportunité. Donc en 1973, première crise mondiale du pétrole, donc là on a des journées d'arrêt nationales, c'est-à-dire que plus rien ne fonctionne, notamment les week-ends, donc on est interdit de rouler avec les voitures par exemple. Donc voilà, vraiment une crise très importante avec un prix du pétrole qui a bondi d'un coup, donc qui est l'énergie première pour utiliser pour la transformation des matières premières. Et on se retrouve avec des Japonais qui arrivent sur le marché européen, enfin pas sur tous les marchés, mais notamment sur des petits marchés comme le Danemark, la Belgique, donc des pays où il n'y a pas de constructeurs automobiles, puisque Toyota n'a pas l'opportunité de vendre dans des pays où il y a une construction automobile. Donc je rappelle simplement que là, on a encore dans le domaine du rideau de fer, c'est-à-dire que l'Allemagne est coupée en deux, donc il y a l'Allemagne de l'Est, la Pologne, tout ça, Tchéquie, tous ces pays-là, la Yougoslavie, tout ça est un peu hors, comment dirais-je, hors système, et il ne reste que les pays dits, entre guillemets, occidentaux, hein, donc l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, etc. Et donc là, on se demande comment font ces Japonais pour faire des prix plus bas que les constructeurs automobiles, comment dirais-je, qui sont constructeurs européens, alors que ils ont des frais de transport. Et non seulement ils arrivent à faire des prix plus bas, mais avec une qualité au moins égale, voire supérieure, puisque en fait, ils garantissent en fait leurs produits 100 000 km, 2 ans, etc. Enfin, pour l'époque, c'est une révolution. Il faut savoir qu'à l'époque, pour avoir une idée, constructeur automobile comme Simca, lorsque vous habitiez dans des pays froids où on jette du sel sur les routes quand il neige, eh bien, les tôles se perforaient avec des trous où on pouvait passer sa main dedans, quoi. Donc voilà un peu où on en était. Et donc, on se demande comment ils font, en fait. Les constructeurs automobiles européens se demandent comment les Japonais font ça, puisqu'ils ont des contraintes économiques assez importantes. Ils n'ont pas de matières premières du tout. Ils n'ont pas de source d'énergie. Et ils doivent transporter tout ça par bateau de l'autre côté du monde, par rapport à nous. Ils ont un manque de main-d'œuvre parce que, comme nous, ils sortent de la guerre. Donc, en les années 73, on a encore l'influence de la Deuxième Guerre mondiale, avec le Peppy Boom. Mais le Peppy Boom va vraiment se révéler à partir des années, 70-80. Donc, on arrive seulement avec une génération qui arrive dans les années. Donc là, on est juste après 68, pour avoir des dates un peu marquantes. Et en plus, ils n'ont pas ils n'ont pas une possibilité d'émigration en tous les cas. Mais on va voir que ça peut jouer sous une forme d'avantage. On va voir pourquoi. Donc, les avantages du Japon, c'est qu'ils ont une culture de l'ordre et de la discipline. Donc, le Japon étant une île, et non seulement étant une île, mais elle a aussi une particularité, c'est que, je suppose que vous le savez, il y a énormément de tremblements de terre tout au long de l'année. Et des typhons, des ouragans, etc. Et ce qu'on appelle d'ailleurs des tsunamis, donc des vagues très importantes qui peuvent emporter tout le littoral japonais. Donc ce sont des gens qui sont habitués aux catastrophes naturelles, et pour s'en sortir, il n'y a pas 36 solutions, il faut une certaine solidarité, et pour créer cette solidarité, il faut une certaine discipline. Et donc, dès le plus jeune âge, on entretient cette solidarité relative, nous sommes d'accord, mais en fait, elle existe. Donc après la guerre, donc dans les années 47, etc. Enfin, quand je dis etc., c'est les années jusque les années 80 à peu près. Oui, c'est ça, 80, 90. On a encore les conséquences du plan MacArthur. Le plan MacArthur, c'est comme le plan Marshall en Europe. Donc c'est des investissements importants de la part des Américains qui veulent faire du Japon un allié, tout simplement. Mais ils ne viennent pas qu'avec de l'argent, ils viennent également avec des consultants qui
n'ont pas eu gain de cause chez eux. Hein, comme Deming, par exemple, donc, qui est l'initiateur de la fameuse roue du progrès, donc PDCA, donc Plan, Do, Check, Action, donc ça c'est Deming, et Crosby, qui aussi était un consultant en ce qu'on pourrait appeler, enfin ce qu'on appelait à l'époque la qualité. D'accord. Donc eux ont eu une influence. Donc Deming est resté un peu plus longtemps quand même au Japon, a eu une influence extrêmement importante. Et on va voir que ces notions-là qui ont été insérées au sein de la culture japonaise, ben, y a une façon de procéder qui est un peu particulière. Alors, ils avaient déjà donc le sens de l'économie des ressources, puisque, comme je l'ai indiqué, c'est une île qui n'a pas donc matières premières, etc., qui n'a pas de ressources en fait, et donc ils doivent économiser les ressources s'ils veulent être, comment dirais-je, performants dans ce qu'ils font. Donc ils ont cette habitude d'économie. Ils ont aussi une particularité, mais ça c'est pas propre au Japon, hein, c'est un peu propre aux pays asiatiques, c'est qu'il y a une valorisation des savoirs. Notamment, une petite aparté que je vais faire, c'est au niveau des arts martiaux par exemple. Eh bien, il y a des catégories de classement, si je puis dire, et un maître en art martial, quel qu'il soit, mais c'est pas que les arts martiaux, hein, ça peut être dans la calligraphie, ça peut être dans la musique, ça peut être dans le théâtre, etc. Et quand on arrive à un certain âge, et qu'on a accumulé des quantités de savoir importants, il y a un titre qui est décerné, pardon, au Japon et qui représente en fait ce qu'ils appellent un monument national. C'est-à-dire que c'est une personne, en fait, qui est un monument national. Alors c'est une traduction qui n'est pas très, très, comment dirais-je, flatteuse, mais parce qu'on compare un individu à une espèce d'une statue, par exemple, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme nous avec la Légion d'honneur, mais c'est un peu plus important pour eux. Il y a une marque de respect, etc., par rapport à ces personnes. Donc c'est pour ça que le savoir, pour eux, c'est quelque chose de fondamental. Alors, ici, j'ai mis dans les avantages peu d'émigration. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc dans les années 47 à peu près, jusque dans les années 80, on a eu des vagues d'émigration assez importantes. D'abord européennes, et ensuite venant des colonies. Enfin, des ex-colonies, mais bon, des gens qui étaient installés par rapport aux colonies. Et cette émigration n'avait pas toujours la même langue, déjà. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et donc, on avait des manques de performance dus au manque de communication. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, il y avait des cultures complètement différentes. Et donc, les cultures, il faut un certain temps pour qu'elles puissent, entre guillemets, s'assimiler. Ou tout au moins se comprendre. Et donc ça, c'est un handicap pour mettre en place une organisation. Si vous devez mettre en place une organisation à partir de zéro et que vous avez des personnes qui ont des cultures complètement différentes, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle une culture d'entreprise, c'est-à-dire que c'est une culture, en fait, qui est un mélange de toutes les cultures qui sont fournies par les personnes qui arrivent d'horizons différents et qui viennent se mettre dans l'entreprise, et on crée quelque chose, entre guillemets, de nouveau. Donc eux n'ont pas eu ce problème-là. La culture de l'ordre, de discipline, etc., tout le monde connaît, et donc on peut appliquer rapidement des méthodologies d'organisation de travail. Donc ça, c'est un avantage. C'est pour ça que je l'ai mis dans les avantages. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe à cette période, donc on part de 1900 avec Taylor, avec une organisation du travail très, comment dirais-je, ordonnée, si je puis dire, avec des calculs, donc notamment au niveau des temps de production, mais avec des prises en compte aussi des conditions de travail. Ford qui améliore le Taylorisme en faisant du Fordisme, en faisant du travail en production de masse, c'est-à-dire avec des sociétés de manufacture, qui produisent avec des personnes en grande quantité. Tout ça évolue. Bon, je passe parce que on a la guerre quand même qui a influencé énormément, donc de 40 à peu près jusque dans des débuts des années de la reconstruction, donc 47 jusqu'à 50. Et puis tout ça est resté sur ces bases de Taylor, Ford, etc. Et on arrive donc au fameux MRP dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une organisation du travail qui est
aussi pilotés par des systèmes de ce qu'on appelait la mécanographie, qui est en fait l'ancêtre des ordinateurs. Donc ce sont des cartes perforées avec des lecteurs, et ces lecteurs, qui peuvent être des lecteurs optiques par exemple, et qui détectent en fait des sélections de cartes perforées suivant le nombre de trous qu'il y a sur la carte, pour faire extrêmement simple. Et donc il y a une évolution vers le MRP2, où là on a l'utilisation carrément de l'ordinateur. Alors là c'est des gros systèmes, hein, évidemment, avec IBM, Honeywell, enfin, etc. Et donc les grosses sociétés gèrent avec le système MRP, mais disons plus perfectionné, et on a de nouveaux outils qui nous permettent de faire des prévisions de vente. Je ne reviens pas là-dessus, je vous ai expliqué ça dans l'intro. Donc ici c'est pour vous situer un petit peu l'évolution. Et dans les années 2000, on voit apparaître donc le lean management qu'on verra sur une prochaine vidéo. Et donc le TPS, lui, il arrive dans les années 80. Donc pourquoi je l'ai marqué à ce moment-là ? Tout simplement pour que vous ayez une idée de ce qui se passe à ce moment. À ce moment, on est dans du taylorisme pur et dur, perfectionné avec un ordinateur, donc avec des calculs extrêmement pointus sur les calculs de temps. Et à l'inverse de ça, on se retrouve en face d'un système qu'on ne connaît pas du tout, qu'on découvre et qui a des performances bien supérieures à ce qu'on fait. Donc là, la question, c'est de dire, est-ce que notre système est bon ? Et s'il n'est pas bon, pourquoi ? Et donc, il y a plein de missions de différentes grosses entreprises françaises et européennes qui sont allées au Japon pour voir comment faisaient les Japonais. Et donc, première observation, c'est que des ingénieurs japonais ont complètement revu leur façon de voir. Enfin, la façon de voir européenne, en tous les cas, ou occidentale. Donc, je rappelle simplement qu'ils ont cette notion d'économie, de discipline, d'ordre, et donc ça va jouer énormément. Et donc, un ingénieur donc, japonais, Taishi Ono, qui travaille chez Toyota, met en place un système d'économie. Et il se dit, pour faire des économies, il faut éviter tout simplement les gaspillages. Et donc, il classe 7 gaspillages fondamentaux, qui sont la surproduction, donc on l'a vu, qui pouvait être causée notamment par les prévisions de vente. Donc ça, c'est un gaspillage, c'est-à-dire qu'on va produire plus que ce qu'il faut, et puis on va avoir du mal à l'écouler, tout simplement. Des stockages importants, on a vu aussi qu'on avait des différences de vitesse de production, avec l'amélioration de la technologie par l'achat de machines plus productives, par exemple. Des mouvements inutiles, c'est-à-dire que là, on observe simplement le poste de travail en lui-même, mais on ne regarde pas ce qui se passe à côté, c'est-à-dire dans la manutention, par exemple, dans le transport, par exemple. On a des temps d'attente. Alors, les temps d'attente, c'est le dû principalement à du stock, c'est-à-dire que à partir du moment où vous mettez du stock à chaque étape, en fait, le temps d'attente, c'est le temps qu'il faut pour consommer le stock qui est en amont du process du travail, ou du poste de travail. Et donc ça, ce sont c'est ce qu'on se sert d'ailleurs pour la régulation, mais comme on ne fait pas attention aux différentes vitesses de flux de différents postes de travail, donc on va se retrouver avec du surstockage, mais avec aussi des temps de production, parce que faire du stock, c'est du temps de production. Et donc, par voie de conséquence, on va se retrouver avec des transports. Donc, en fait, l'idée pour faire ça, donc là, je vous présente un petit peu la solution qui est mise au point par Toyota, c'est de supprimer au maximum. Donc ici, j'ai fait vraiment un truc très schématique, mais on supprime en fait les stocks qui sont entre les différents postes de travail. D'accord ? Donc qui sont en fait des temps d'attente, en fait. Et donc, on va travailler avec une notion extrêmement importante qui est le flux tiré. Donc tout à l'heure, on a vu le flux poussé, donc avec des prévisions de vente. Donc on part des prévisions de vente, on produit et ensuite on soumet ça au client, qui prend ou qui ne prend pas. Et donc ici, on va travailler de façon complètement différente. On va travailler avec un flux tiré. Et là, en fait, c'est le client qui va déclencher en fait la production,
qui elle-même va déclencher les approvisionnements, c'est-à-dire les achats de matières premières et de fournitures. Et donc ça renverse complètement le système. C'est-à-dire qu'on ne produit que ce qui est commandé par le client, en fait. Alors l'inconvénient de ce système, c'est qu'il faut produire relativement vite, puisque le client ne va pas attendre 107 ans, puisque la concurrence est quand même relativement forte. Donc ça n'exclut pas un stock de produits finis, d'accord, pour alimenter quand même la clientèle et pour réduire les délais. Mais l'objectif quand même, c'est de produire donc ce qu'on a appelé donc le juste à temps, c'est-à-dire produire au moment où le client demande. Dans ce système de production, les Japonais ont mis au point un système qui n'a plus besoin d'un ordinateur. Donc avec un système d'étiquettes qu'on a appelé ou qu'on appelle le Kanban. Donc ce sont des étiquettes qui se transmettent avec les lots de production. Donc c'est les lots de production et cette fameuse étiquette qui fait le déclenchement en fait des opérations en interne. Voilà, d'étiquettes basées sur la méthode du point de commande. Bon là, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est un système de gestion de stock qui permet de voir à quel moment il faut lancer en fait la production. Alors cette méthode reproduit la liaison client-fournisseur, mais à chaque étape du processus. C'est-à-dire que ce système de clients et de fournisseurs, donc les approvisionnements, là j'ai mis un système de production, donc global évidemment, mais ça on le reproduit, ce schéma-là est reproduit à chaque étape. Donc chaque étape du process de production. Donc on va se retrouver quand même avec un système de production globalement qui ne va pas trop changer. Et les Japonais vont se concentrer sur ce qu'ils appellent le temps de traversée, c'est-à-dire le moment où la matière première rentre dans le système de production et au moment où il est livré chez le client. Donc on ne va plus saucissonner comme je l'ai présenté au début avec le flux poussé, donc avec un calcul de temps sur chaque opération de façon rondelle de saucisson. Là, on va prendre l'entièreté et on va se dire comment on fait pour arriver à prendre la matière première et à la transformer le plus vite possible pour qu'elle se retrouve chez le client avec de la valeur ajoutée, bien évidemment, et sans immobilisation financière. Et donc, c'est sur ça qu'on va faire la recherche de performance. Alors ici, ce qui est important de comprendre, c'est que le stock va changer un petit peu de notion. On était sur une notion, en fait, de capital immobilisé, mais qui était, en fait, une espèce d'assurance sur les ruptures de flux. Et ici, la notion de stock est complètement changée. Ça devient du temps de production. C'est-à-dire que dans le système Toyota, on va considérer que le stock, c'est du temps perdu. C'est-à-dire qu'on produit pour rien du tout, puisque le stock, en fait, c'est du flux à vitesse nulle. Et vitesse nulle, ça veut dire, donc argent immobilisé, mais ça veut dire non mis à disponibilité du client final. Et c'est ça qui est visé. C'est le client. Et non plus le système de production. Donc c'est une modification extrêmement importante du système, disons, ou de l'organisation de l'entreprise, ou la stratégie de l'entreprise. Alors Toyota a mis au point ce qu'ils appellent un temple de la qualité. Donc ça, c'est issu d'un document qu'on peut retrouver, je pense, qui date des années 90, si mes souvenirs sont exacts, qui s'appelle Toyota Way, donc qui est un petit livret comme ça. Et dans ce petit livret, il y a une page qui est consacrée à ce qu'ils appellent donc le fameux temple de la qualité. Alors, le temple de la qualité se base sur des éléments, ou des outils plus exactement, mis au point par l'évolution aussi du système Toyota, qui n'est pas arrivé comme ça d'un coup de baguette magique, il s'est construit petit à petit, avec Taishi Ohno et Toyoda, donc Toyoda qui était le fondateur de Toyota, en parenthèse, Toyota, il ne fabriquait pas des voitures au départ, il fabriquait des métiers à tisser. Et après, ils ont modifié parce que il y avait un marché, évidemment, de l'automobile. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le travail standardisé, c'était un petit peu ce qu'on trouve dans le Fordisme, dans le Taylorisme.
avec l'équivalent de ce qu'on avait en Europe, qui est la simplification du travail. Donc la recherche de la performance sur le poste de travail. Donc ça, ils l'ont quand même, ils l'ont pas rejeté. Et c'est ça le principe du système japonais, c'est que en fait, ils ne rejettent pas les outils extérieurs, ils les adaptent à leur propre culture, à leur propre façon de fonctionner. Et donc on a un outil ici, le 4S. Alors en Europe, les Japonais, quand ils sont venus commencer à créer des usines ici en France et ailleurs d'ailleurs, en Angleterre, enfin aux États-Unis, etc., ils ont rajouté un S. Donc le 4S, en fait, c'est un outil qui est difficile à expliquer comme ça en quelques mots, mais grosso modo, c'est un outil qui va servir sur la façon de travailler dans l'entreprise. Donc en respectant donc ce fameux ordre et discipline. Et c'est pour ça il manque un S, parce que pour eux, ça fait partie de leur culture. Alors on traduit ça, le 5e S, par l'éducation morale. Donc donc les 5 étapes, c'est Seikutsu, Seri, Seizo, Seiton et Shitsuke. Donc ça, c'est les dénominations japonaises. Et alors on a traduit ça, et c'est un peu ça le problème, c'est qu'on traduit, et puis quand on traduit, on ramène à des notions de culture occidentale. Et en fait, il faut comprendre ces notions-là suivant la notion japonaise et pas suivant la notion occidentale. Alors, c'est sûr que ça demande un petit exercice, mais en fait, c'est extrêmement important. Donc là, si vous pouvez aller voir mes vidéos qui concernent le 5S, avec un détail, donc je ne sais plus, il doit y avoir quelque chose comme 7 vidéos là-dessus. Donc ça, c'est un outil. D'accord ? Premier outil, vraiment un outil extrêmement basique. Alors en Europe, on peut s'en servir comme test pour savoir si la culture de notre entreprise est capable de s'adapter à un système qui se rapproche un petit peu du système Toyota et notamment du système Lean. Après, on a la TPM. Donc ça, c'est la Total Productive Maintenance. Alors ça, c'est quoi ? C'est tout simplement considérer tout ce qui se trouve dans l'entreprise comme une ressource. Une ressource qui permet de générer de la valeur ajoutée. Donc cette ressource, pour qu'elle produise de la bonne valeur ajoutée, il faut que cette ressource soit entretenue, tout simplement. Alors quand je dis ressource, c'est aussi bien le parking qui doit être dans des conditions très bonnes, comme les bureaux, comme, je sais pas moi, la lumière dans les couloirs, etc., etc. Donc c'est vraiment l'ensemble de l'entreprise. Donc le 5S notamment aide à faire du TPM. Alors un autre outil qui est extrêmement important pour les Japonais, qui est la résolution de problèmes. Et on va voir pourquoi après dans les autres éléments qui vont venir s'ajouter. Donc j'insiste pas, vous savez ce que c'est qu'une résolution de problème. Le travail standardisé, je l'ai dit, donc c'est du taylorisme. Et ils ont ajouté une notion qu'ils ont appelée donc le Kaizen. Alors le Kaizen est assez... un peu comme le 5S, c'est un peu compliqué à comprendre, puisque en fait le Kaizen, alors, nous on l'applique souvent sur ce qu'on appelle des chantiers Kaizen, ou des chantiers Kaizen éclairs, Blitz ou Kaikaku, enfin peu importe les noms qu'on va leur donner. Mais en fait ça reste très ponctuel pour nous. Pour les Japonais, le Kaizen est associé à ce qu'ils appellent aussi, ce que nous on a traduit par coup cible. C'est-à-dire que le Kaizen génère toute l'organisation productive de l'entreprise. Donc il y a un Kaizen par atelier, par secteur, par usine, et pour le groupe, et pour l'ensemble de la multinationale Toyota. Donc c'est pas qu'un petit chantier, donc c'est vraiment un état d'esprit, si vous voulez. Et donc, dans cette évolution, donc si vous arrivez à mettre en place cette base, vous pouvez passer à l'étape suivante, qui est, alors, on pourrait appeler ça donc c'est le Jidoka, dans lequel on va retrouver des fonctionnalités, donc détecter, alerter, arrêter. Donc là on l'appelle ça le système d'alerte, et c'est un système qu'on va appeler l'Andon, qui est en fait une signalisation qu'on a trouvé un problème sur une chaîne de production. En fait, l'idée, c'est de ne pas produire des choses qui sont mauvaises. Et donc, de produire du stock qu'on ne pourra pas utiliser ou qu'il faudra retravailler éventuellement.
ce qu'on faisait habituellement avec du taylorisme pur et dur. Donc on produit, on arrive à la fin, on fait un contrôle qualité. Donc ça, c'est ce qu'on avait dans les années 80, hein, 80, 90. Et on fait un contrôle qualité à la fin, c'est bon, c'est pas bon. Si c'est pas bon, on met de côté, on regarde si on peut le retravailler ou on le vend en déclassé. Enfin bon, il y a plusieurs façons de faire. Mais en fait, on est obligé de rajouter de la valeur, si vous voulez. Ici, l'idée, c'est d'arrêter, avant de produire, des choses qui arrivent en produit fini et qu'on ne peut pas utiliser. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que dans la résolution de problèmes, donc ça veut dire qu'il y a un problème, s'il y a un défaut, et donc s'il y a un défaut, il faut résoudre ce problème rapidement. Et donc ce qu'on va faire, pour isoler le problème, on va le prévenir le plus rapidement possible. Et là, on voit que ce sont des soucis de formation, de discipline et d'ordre. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le 5S. C'est pour ça que le 5S est une fondation, en fait, du système TPS. Donc là, c'est le salarié qui va se rendre compte que le produit n'est pas conforme et donc va alerter. Alors, Landon, c'était une ficelle, en fait. Hein, et donc, il va alerter en disant, ben voilà, ça ne va pas, etc. Et là, c'est là où le système de management va changer. C'est-à-dire que le manager n'est plus celui qui fait du contrôle, mais c'est celui qui va venir aider. Donc le manager, il va arriver sur place et il va aider à résoudre le problème. S'il peut. Après, bon, il y a tout un système d'organisation. Hein. Mais en fait, quand ce sont des petits problèmes, s'il y a des casses d'outils, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, un système pour boulonner, puis le système ne fonctionne plus, il n'y a plus d'énergie, ou c'est cassé, etc. Tout de suite, il faudra le remplacer. Et ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le team leader qui va s'occuper de ce genre de choses. Donc, le team leader est un support pour la production. Tout est mis en place pour que le flux de production ne s'arrête pas. Ça va ? Et en même temps, on ne doit pas laisser passer les défauts. Je vais expliquer pourquoi. Deuxième pilier, qui est le juste à temps. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder, puisqu'on l'a vu, hein, c'est le fameux flux tiré avec le Kanban. Mais il y a aussi le Henjikan, qui est le lissage en fait, des flux de production. C'est-à-dire qu'on va affiner petit à petit les rotations de flux. Donc tout ce qui est récurrent, par exemple, on va essayer de l'affiner au maximum en l'améliorant de façon complètement continue. Donc là, on voit l'apparition de l'amélioration continue. Ça va ? Et donc le tag time, c'est plutôt emprunté à une notion allemande, en fait, qui est en fait un rythme un peu... Donc le tag time, c'est un peu le rythme d'un métronome, si vous voulez. Donc il faut que tout le monde fonctionne à un même rythme. D'accord ? C'est ça qui est très important. Donc ça, c'est ce qui guide donc, le fameux Kaizen dont je parlais, donc le Kaizen global. Et enfin, donc, on a les objectifs qui sont la satisfaction du client. Donc, produire avec la qualité la meilleure, avec les coûts les plus bas et dans les meilleurs délais. Donc, c'est ce qu'on retrouve un petit peu partout. Et alors, quand ici, on parle d'objectifs, il faut savoir que chez les Japonais, c'est une idée fixe. Ça va ? Donc, on explique en fait que ça c'est l'objectif, et donc tout ce qu'on fait... va dans ce sens-là. Ça va ? Voilà. Et donc, cette satisfaction client, on la voit dès le Kaizen au plus bas niveau. Donc, dès les fondations, on va court-circuiter, si vous voulez, les piliers. Et dès qu'on va travailler sur les fondations, on va travailler dans cet état d'esprit de satisfaction du client. Je rappelle encore une fois que le flux tiré dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une liaison client-fournisseur, mais en interne. Et donc, satisfaction du client, donc les fameuses qualités, coûts, etc., c'est aussi en interne, ce n'est pas que en externe. Alors que sur les systèmes précédents, on était basé sur des systèmes extérieurs. Donc là, dans le management, c'est plus une question de modification des mentalités, que de véritablement changer le système fondamental de technique, si vous voulez, de production. C'est vraiment dans l'état d'esprit du flux de production. Donc, et c'est ça que le management va avoir du mal à modifier, et ce que nous, occidentaux, on va avoir énormément de mal à apprivoiser. Alors, les principes de Taishi Ohno, pour mettre en perspective tout ce qu'il a mis au point dans le gaspillage notamment, et les outils que l'on vient de voir. Très schématique, certes, mais
qui permettent d'avoir une idée. Donc 4S ou 5S, donc j'en ai parlé. Et donc ça va permettre de réduire les gaspillages. Donc là, on forme en fait une première façon de faire. On imprime une nouvelle culture dans l'entreprise. Donc ça va avec les TPM, hein, donc j'ai dit entretien de tous les outils de production. 2, donc maintenir une qualité optimale des produits tout au long de la chaîne de production. Donc là, ça va être le fameux endon dont j'ai parlé, donc le signalement en fait des défauts qu'il pourrait y avoir. Alors le JDoka, lui, c'est un peu particulier, c'est un mélange des deux. C'est avec une automatisation qu'on appelle autonomation, qui est mixte entre la technologie, c'est-à-dire l'automatisation, et le regard humain, qui est en fait comment dirais-je, l'observateur contrôle en fait. D'accord ? Donc il va regarder ce qui se passe et son rôle d'observateur va nous permettre de résoudre des problèmes et donc d'améliorer l'outil de production. Donc c'est en ça aussi que, en termes de management, ça a des répercussions sur le manager lui-même. Ça va ? Alors, éviter l'offre excédentaire. Donc ça, c'est donc le juste à temps. Hein, donc on ne produit que ce qui est demandé par le client. Alors ici vient s'ajouter la standardisation. Alors pour les Japonais, il faut simplifier au maximum. Alors la simplification a plusieurs notions. D'abord la diminution en fait des pièces qui peuvent être mises en jeu sur des produits complexes par exemple. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième niveau, si je puis dire, oui, c'est de reproduire des méthodes qui marchent. Donc la simplicité, en fait, ça va avec la dextérité. C'est-à-dire que plus vous reproduisez des éléments connus, et moins vous risquez d'avoir des problèmes. Et donc c'est pour ça que, notamment dans le Kaizen, on fait ce qu'on appelle de l'amélioration à petits pas. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas tout chambouler, on ne fait pas de l'innovation. On fait de l'innovation, mais vraiment de manière progressive. Donc on reste toujours sur ses acquis et on fait des modifications progressives sur le produit en lui-même. Alors d'abord s'adresser aux experts de l'usine. Donc ça, c'est aussi un élément extrêmement important et qui impacte le management, quoi. C'est-à-dire que là, tous les salariés sont considérés comme des experts. Une femme de ménage qui fait le ménage dans les bureaux, c'est elle l'experte du nettoyage des bureaux. C'est pas le gars des services des achats qui commande une sous-traitance pour faire le nettoyage des bureaux. Donc une femme de ménage, elle sait ce qu'il y a à faire dans le détail. Ouais. Et donc ça c'est quelque chose de nouveau et ça encore, même aujourd'hui ça a encore énormément de difficultés à passer, de déléguer en fait les responsabilités au plus près du travail. C'est ce que les Japonais appellent Genshi Genbutsu ou le Gemba. Donc c'est d'aller voir ce qui se passe sur comment dirais-je, sur le terrain si vous voulez. Et donc, au niveau des managers, c'est aussi... Donc, ici, on est avec... en France, par exemple, on est avec les grandes écoles, des polytechniciens, comment dirais-je, Supélec, enfin, etc., etc. Toutes ces grandes écoles où on a des têtes bien faites, certes, mais qui ne sont pas adaptées au système productif et au système managérial du Toyota Production System, si vous voulez. Hein. Donc, il y a une différence de classe, si vous voulez, qui est implicite au niveau du Japon. Elle existe, hein, bien évidemment, au Japon, et même très marquée, mais il y a une reconnaissance de cette solidarité dont j'ai parlé dans les avantages, qui fait que on est obligé d'avoir un état d'esprit d'ensemble et pas saucissonné comme on l'a vu. Et donc ça, c'est l'effet Kaizen. Alors, indicateur extrêmement important qui permet de mesurer cet état d'esprit Kaizen qui est le nombre d'idées produites par salarié. Ça, pour Toyota, c'est l'indicateur number one. Ça va ? Pourquoi ? Parce que ça veut dire simplement, si vous avez une baisse du nombre d'idées par salarié, ça veut simplement dire que vos salariés sont en train d'être démotivés. Et un salarié démotivé, il fait du gaspillage, tout simplement. Voilà, je résume assez succinctement, mais c'est un peu ça. En fait, dans le TPS, il y a énormément de choses et on ne peut pas tout aborder. Donc là, j'ai fait des choix, si vous voulez, sur ce qui me semblait le plus important et qui impacte évidemment la vie des managers. Parce que là, c'est un chamboulement complet sur l'état d'esprit des managers. Et donc, c'est ce qu'on va parler maintenant, c'est le changement, donc passer d'un flux poussé à un flux tiré, mais bien évidemment, ça a un impact important sur l'aspect managérial.
Alors les outils de gestion, ben, ça va être des calculs de quantité. Donc là, c'est le MRP avec calcul des besoins nets, hein, c'est une traduction, on va dire, française, logiciel ou de la mécanographie, hein, suivant les époques auxquelles on l'applique. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle encore de la GPAO, donc la gestion de production assistée par ordinateur. Donc c'est ce niveau-là à peu près. Et on ne fait que des calculs de quantité. Alors, la planification de Gantt et calcul du chemin critique avec PERT, par exemple. Donc ça, c'est sur des outils de gestion propres à ce qu'on avait donc dans les années 80 avec le MRP2. Ajustement des plans de charge, donc avec les PIC, les PDP, donc plan industriel et commercial, plan directeur de production. Ça va. Donc ça, c'est pour faire ce qu'on appelle donc l'ordonnancement, si vous voulez, c'est-à-dire la priorisation en fait des plans de production. Et donc un contrôle fréquent des stocks. Donc tout ça fait qu'on a un système de management très pyramidal, c'est-à-dire on va du haut vers le bas. Donc on donne des consignes et les consignes doivent être respectées. Et puis on contrôle à chaque étape avec des rapports, avec du reporting, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc avec ce qu'on a vu avec Sloan, par exemple. Donc on va fixer des indicateurs qui nous semblent appropriés. Donc je vous renvoie à Sloan, hein, où j'ai fait un petit tableau qui résume un petit peu ce qu'on a au niveau de la production, avec les prévisions de vente, la gestion des stocks, les lancements de production, avec les défauts de comment dirais-je, ou la création de besoins plus exactement, avec les défauts de stock. Et donc ça joue un rôle extrêmement important sur la façon dont on va conduire en fait la production. Donc là, le manager, en gros, il fait quoi ? Il fait du contrôle. Il contrôle, il est là pour vérifier que tout se passe bien. Ça va ? Et donc, éventuellement, mettre la pression sur un petit peu sur les gens, en fait. C'est ce qui se fait toujours aujourd'hui. Hein. Il y a toujours un petit peu ce système-là dans pas mal d'entreprises encore aujourd'hui. Alors, les blocages, donc au changement, donc là, je vous ai expliqué le management, l'état d'esprit qui est généré par ça. Et on va se retrouver avec des blocages, c'est-à-dire qu'on a des habitudes de travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on a encore ces blocages sur des systèmes adaptés qui viennent de Toyota Production System. Alors, le manque de visibilité sur les effets à court terme. C'est-à-dire que là, pour mettre en place un système comme Toyota, ça ne se met pas en place en 15 jours, en un mois, ou 6 mois, ou même en un an. D'accord ? C'est un changement d'habitude. Donc, les habitudes, ça ne change pas en 15 jours. C'est pas parce que vous avez décrété que ça va se faire. Et c'est ça le problème, en fait, du management tayloriste, c'est que, comme on était dans un système avec des consignes, on envoie des consignes et on dit aux gens, ben voilà, il faut faire ça. Puis les gens s'exécutaient. Tandis que là, on va demander la participation des gens, parce que vous avez vu qu'il y a la résolution de problèmes, notamment. Hein, le fameux Kaizen, où on va demander des gens de dire ce qu'ils pensent, et comment on peut améliorer, comment on observe, etc. Ça va demander aussi des investissements. Ça va. Alors, puisque il faut maintenir tout le système de production à un niveau de performance extrêmement élevé. C'est la TPM, ça, qui demande ça. Donc on laisse pas se délabrer le parking. Pourquoi ? Parce que ça a des impacts sur la motivation du personnel. Hein. Si le personnel s'aperçoit qu'on n'investit plus, je sais pas moi, dans la réfection des toilettes, par exemple, qui n'a rien à voir avec la production, ben, ils vont se dire, en fait, on ne nous considère plus, donc pourquoi est-ce que moi je devrais m'investir ? Et donc c'est une baisse de motivation, et dans le système TPS, ça ne peut pas fonctionner. Donc ce que je n'ai pas dit, par contre, c'est dans le flux tiré, il y a une responsabilité des opérateurs. Ce sont les opérateurs qui déclenchent, en fait, les moments où on va produire. Donc, si vous avez des gens qui ne sont pas motivés, ben, ils peuvent faire ça de façon complètement autoritaire et sans tenir compte de ce qui se passe dans le flux du voisin. Et donc, le mot-clé, en fait, qui va se retrouver dans le changement, c'est ce qu'on applique dans les changements, mais attention, ici, au niveau des formations, c'est pas aller en formation dans une salle, faire un QCM, et puis dire c'est validé, et puis c'est bon. Certes, ça fait partie, mais ce n'est pas tout seul. Il faut aussi une formation en continu. Donc, ici, le manager, il va avoir un rôle en continu avec ses collaborateurs. C'est même pas, on dit même plus collaborateurs, maintenant on dit équipier. Et donc on va former une équipe et cette formation, elle va être au jour le jour. Donc il y aura des réunions. Et donc ces réunions font partie également de l'investissement.
Voilà, j'espère que vous avez une idée précise ou le plus précis possible sur ce que c'est que le Toyota Production System. Et je pense y revenir lorsqu'on va aborder le lead. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous attends sur la prochaine vidéo. Merci.